savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. 2 gros procès, premièrement dans les affaires judiciaires qui retenaient beaucoup d'attention aujourd'hui. Des procès d'envergure. Le premier qui date évidemment d'un événement plus récent. On parle de mars dernier. Le fameux attentat à la camionnette qui s'est déroulé à Amqui. On s'en souviendra, 13 mars dernier, sur le trottoir de la route 132 qui passe dans le centre-ville de la petite municipalité de 6200 habitants dans le Bas-Saint-Laurent. Un homme de 39 ans qui s'est mis à prendre le volant de sa camionnette et à écraser, ni plus ni moins, les gens sur le trottoir. Steve Gagnon, qui est maintenant accusé, 14 chefs d'accusation, 3 de meurtre prémédité, 9 de tentatives de meurtre, 2 de conduite dangereuse ayant causé la mort, parce que oui, il y a 3 personnes qui sont malheureusement décédées de cette attaque au camion, qui pour l'instant, Mario, il y a aucune réponse qui a été bruitée dans les médias du pourquoi Steve Gagnon aurait commis un tel acte. Là. Mais il faut se replonger, ça a été un moment, dans l'espace de quelques semaines, il y a lui, à Amqui, qui s'est mis à frapper le monde de son village, de sa ville, ses trottoirs. Il y en a un autre qui est rentré dans une garderie, puis à chaque fois, c'était pas des affaires terroristes revendiquées au nom d'une cause. Ce qui aurait été aussi fou, mais disons, c'est niaiseux, mais ça fournit une explication, alors que là, t'es complètement dans le vide. Mais qu'est-ce qui arrive là? Dans les 2 cas, il y a eu des morts. Après ça, il y a eu ce jeune homme qui a tué là, sa grand-mère, sa mère et son père dans un appartement. Puis lui aussi, là, ils l'ont en face de l'Institut de cardiologie. Tout ça s'est passé en quelques semaines. Et on parlait dans nos émissions, on parlait toujours de santé mentale, mais on mélangeait avec les problèmes de drogue. Mais il me semble que ça a été une période vraiment sombre. Là. C'était dur sur le moral, parce que tu disais, le monde est bien fou, qu'est-ce qui se passe? Oui, puis on avait déjà inventé le lendemain du drame, le premier ministre François Legault avait laissé entendre que c'était peut-être quelqu'un de déjà identifié, Steve Gagnon, comme étant à risque là, au niveau de la santé mentale. Mais tu as bien raison de le signifier, Mario. Février, juste avant donc mars, ce drame-là, c'était Pierre-Ny Saint-Amand qui est entré là, de plein fouet avec son véhicule de la Société de transport de Laval, exactement, dans une garderie de Sainte-Rose à Laval. 2 enfants qui en étaient décédés à ce moment-là. Puis pour ce procès-là, Mario, on se rappellera, là, pour celui de M. Ny Saint-Amand, ça n'a pas commencé aujourd'hui, puis c'est constamment repoussé. On parle d'évaluation en santé mentale. Psychiatrique a pu finir de pas finir. C'est vraiment complexe. Là. Mais là, dans le cas d'Amqui, donc ça s'est amorcé aujourd'hui. Ça s'est amorcé aujourd'hui. Le Steve Gagnon, là, qui est demeuré discipliné pendant toute l'audience, alors qu'on a fait défiler devant lui des témoins là, qui venaient raconter les événements de la journée en question. Par contre, c'est frappé d'une ordonnance de non-publication, les témoignages qui ont été faits sur place. Donc, on ne peut pas avoir là, directement les relater dans les médias ce qui s'est déroulé dit aujourd'hui en salle d'audience. Mais on parle quand même là, d'une trentaine de témoignages qui vont devoir se faire pour cette preuve qui est recueillie lors de l'enquête préliminaire. C'est l'enquête préliminaire, c'est ça. Exactement. On essaie de déterminer si la preuve est suffisante pour la tenue d'un procès. Le procès devait être en septembre dernier, là, cette enquête préliminaire. Ça avait été reporté à maintenant. On parle d'une trentaine de témoins. Ça va durer toute la semaine et on dit déjà du côté des avocats là, de M. Gagnon qu'on va procéder par procès devant juge et jury pour la suite. Et là, ça va être la réponse qu'on va vouloir avoir, Mario, parce que c'est vraiment ça. Comme dans le cas de la garderie à Sainte-Rose, qu'est-ce qui a poussé Steve Gagnon à faire ça? Lui qui, dans les heures qui ont précédé le drame, il avait tenu des propos là, complètement décousus sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on parle d'un épisode de psychose, un épisode de consommation de stupéfiants? Bref, il va falloir voir au travers du procès des réponses qui, certainement, sont très attendues, oui, par les gens à Amqui, mais un peu partout au Québec aussi. Tout savoir en 24 minutes. L'autre procès qui s'ouvrait, mais ça remonte à beaucoup plus tôt. Oui, c'est ça. C'est 25 ans, quelque chose du genre. 24 ans après les faits, le procès s'est ouvert aujourd'hui de Marc-André Grenon, 49 ans. Lui qui est arrêté là, en octobre 2022 à Granby après une très longue enquête, puis qu'on dit 24 ans plus tard. Tout ça pour le meurtre de Guylaine Potvin à Jonquière en avril 2000 et qui l'a agressé sexuellement, ou plutôt l'aurait agressé sexuellement, puis assassiné. Donc on parle d'accusation d'agression sexuelle, mais de meurtre au premier degré, auquel Marc-André Grenon a plaidé non coupable aujourd'hui. Mais c'est surtout là, les détails dans ce cas-ci de l'enquête qui vont être intéressants à entendre. Parce qu'on parle de techniques inédites, parce que pendant des années, l'ADN avait été prélevé sur la scène de crime, mais on était incapable de l'identifier. Et c'est en 2002,
2022 plutôt que le Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale du Québec a été capable d'intervenir là-dedans. Puis avec des nouvelles méthodes qui sont pour l'instant là, gardées secrètes, on aurait réussi à trouver cet ADN-là. Puis avec une opération policière, on l'imagine, là, vraiment complexe, Mario, on a réussi à aller chercher une paille sur laquelle M. Grenon aurait bu pour prendre son ADN, le comparer avec l'ADN de la scène de crime. Et à ce moment-là, 22 ans plus tard, on a été capable d'établir une corrélation puis de procéder à l'arrestation de M. Grenon, qui était rendu, lui, là, plus du tout dans le coin du Saguenay, à Granby, et là, qui est ramené jusqu'au palais de justice de Chicoutimi maintenant pour être jugé. Donc, ça s'est ouvert aujourd'hui. Ça pourrait être un long procès, puis on va attendre là, de voir la suite. Mais quand même, toujours intéressant de voir comment des années plus tard, la science forensique est capable d'aller chercher des preuves comme ça. Oui, et là, on choisit le jury, donc ça va être... Non, ça va être ce procès qui va être, je pense, quand même très, très, très suivi. La cause a frappé. Puis, quand on se rapporte, là, la cause à l'époque, ça avait été un crime particulièrement dégueulasse. Là, un crime particulièrement sale. Ça avait vraiment frappé la communauté. Oui. Donc, je pense que... On va voir ce qu'on va avoir comme preuve. Est-ce qu'on va être capable de faire condamner cet homme-là? Mais ça va être toute une cause. Oui, puis tu fais bien de mentionner la section du jury, Mario, parce que c'est ce qu'on va commencer, ce qui a déjà débuté. On parle de quelques 300 candidats qui sont convoqués pour sélectionner le jury. C'est beaucoup plus qu'à l'habitude. Là. Vraiment, c'est exceptionnel parce qu'on veut en sélectionner suffisamment pour commencer rapidement, OK, mais surtout... on veut trouver des jurys qui ne sont pas au courant des détails de cette affaire-là. Donc, en 2000, qui n'ont pas été mis au courant par tout le tonnerre médiatique qui s'est fait à cette époque-là. Donc, peut-être des gens un peu plus jeunes ou des gens qui n'étaient pas dans la région nécessairement du Saguenay. Bref, on va amener toutes sortes de personnes pour s'assurer d'avoir un procès juste et équitable. Actualité. Notre dossier Cube du jour nous vient de la plume de notre collègue Florence Lamoureux ici à Cube Radio, qui est intervenue un peu plus tôt là, dans l'émission de Yasmine Abdel-Fadel avec notre collègue Maître Valérie Assouline également, là, avocate en affaires familiales, qui était présente aussi en studio, toute pour dénoncer un espèce de nouveau... pas système, mais disons courant qui se passe dans les dossiers de la DPJ. Il y a des mères qui sont victimes de violences conjugales, qui sont en divorce et qui se font accoler l'étiquette d'aliénante par les intervenants de la DPJ. Là. Parce que quand on parle de parentalité aliénante, c'est un peu le concept de parents qui vont dire... parler contre l'autre parent. Là. Voilà, qui vont parler contre l'autre parent, vont dire des médisances, vont tenter de tourner les enfants contre l'autre parent. Voilà. Et là, on met des étiquettes comme ça sur des femmes qui sont aux prises avec de la violence conjugale et qui, après ça, se font carrément retirer la garde de leurs enfants. Et on se rend compte, selon plusieurs avocates spécialisées en droit de la famille, en droit de la jeunesse, que c'est un phénomène qui se multiplie. Là. Et on va retirer, ni plus ni moins, là, les enfants d'un jour à l'autre de femmes qui, on se comprend, là, des fois, la médisance puis l'aliénation, quand tu sais que l'homme en question a battu tes enfants, a des comportements violents, voire criminels, on peut peut-être comprendre un peu que ce soit des cas qui puissent arriver. C'est le cas, entre autres, là, par exemple, de l'intervenant de la DPJ là, qui s'est mêlé d'un cas dans lequel les enfants ont finalement été confiés au père du jour au lendemain parce que la mère avait l'air aliénante. Puis on parle d'un père... Là, c'est difficile à comprendre. Qu'on encourage ou qu'on demande à la mère ou même qu'on sévisse si l'aliénation parentale continue, je pense qu'on veut... Je comprends qu'on veuille éviter ça, de parler contre l'autre parent, mais là, si c'est un père violent qui a été coupable de violence conjugale et ou de violence sur ses enfants, de dire on enlève les enfants à la mère pour des paroles puis on les redonne au père qui lui a posé des gestes. Je veux dire, les paroles contre les gestes, de mon avis, dans Balance, là, c'est pas la même affaire. Ouais, je vais vous donner un exemple. Évidemment, on a des noms fictifs. Là-dedans, on peut pas nommer les gens qui sont impliqués dans ces cas de la DPJ. Mais on va parler, par exemple, du jeune Miguel. Lui, sa mère vivait de la violence conjugale, vient de se séparer du père. Le père, un lourd passé criminel. Encore des mauvaises fréquentations. On a déjà trouvé de la drogue chez lui, des armes par la police. Et là, l'enfant va voir même un pédiatre, affirme avoir été frappé par son père. Le médecin lui-même fait 2 signalements à la DPJ. Mais finalement, on dit aliénation parentale de la part de la mère et on confie l'enfant au père.
On lui enlève complètement. La femme se retrouve avec une visite d'1h30 par semaine avec son enfant, un appel de 15 minutes par semaine au téléphone. Puis il vit avec le père en permanence. Il vit avec le père en permanence. Là. Il y a même un cas... C'est bizarre. Ouais, c'est assez troublant, merci, cette histoire-là. Puis il y a même un cas là, dans lequel la jeune Léa, elle et sa sœur Rosalie se font confier au père, qui lui-même en attente d'un procès pour violence conjugale. Et là, on dit que quand il y a eu la comparution de la mère au tribunal pour se faire retirer la garde de ses enfants, la jeune Léa s'effondre en larmes quand elle comprend qu'elle doit aller résider maintenant chez son père au lieu de chez sa mère. On dit qu'elle a hurlé là, devant le juge à plein poumon, là, une crise de nerfs complète pendant près d'1 heure de temps en salle de cour. Pourtant, ça n'a pas fait broncher le juge, ça n'a pas fait broncher les intervenants de la DPJ. Au contraire, la mère s'est fait reprocher de ne pas en avoir fait assez pour calmer la détresse de son enfant. Et la jeune Léa, la jeune Rosalie, sont en ce moment sous la garde de leur père violent. C'est des cas là, comme ça qui ont été racontés par Maître Valérie Assouline aujourd'hui, entre autres. Une autre avocate, Maître Andrea Popescu aussi, qui dénonce une situation qui, semble-t-il, se retrouve beaucoup plus souvent qu'autrement là, dans les dossiers qui sont gérés par la DPJ. Donc, ce sera assurément une histoire à suivre. J'en profite pour dire que si vous avez des témoignages similaires, si vous avez eu vent d'histoires comme celle-là, n'hésitez pas à nous contacter ici à Cube. On fera assurément un suivi de dossiers troublants comme ceux-là. Tout savoir en 24 minutes. Dossier du bureau d'enquête qui est paru aujourd'hui et qui viendra pas embellir vraiment la réputation des CHSLD au Québec, n'est-ce pas, Mario? Ouais, c'est dégueulasse. On va dire la vérité, là, c'est dégueulasse. Même parce qu'on parle de vermine dans un CHSLD, je parlais à un exterminateur ce matin qui me disait, tu sais, c'est quand même enlevons là, tout ce qui est perceptuel. On trouve ça dégueulasse quand on dit c'est dans la cuisine, mais c'est vraiment des propagateurs de maladies, là. T'sais, les rats, tout ça les coquerelles, ça va jouer dans les vidanges, ça ramène des bactéries, ça se déplace, ça passe les pattes d'une place à l'autre. Je veux pas en rajouter si vous êtes à table, mais je veux dire, c'est pour vrai sur le plan de la salubrité, mais au sens sanitaire, au sens santé du terme, ce sont des propagateurs de maladies en plus. Ouais, et là, ces propagateurs-là, selon quelques 100 rapports d'intervention réalisés dans 2 CHSLD particulièrement depuis 3 ans, dans Mercier-Hochelaga Maisonneuve, Pierre-Joseph Trieste et Jean-Hubert Biermans, qui sont les 2 aux prises avec justement de la vermine, des gros problèmes. Puis nos collègues du bureau d'enquête, on se sont rendus compte que depuis 3 ans, c'est des interventions à répétition qui sont faites par les exterminateurs dans ces places-là. Au total, une centaine de rapports d'inspection qui constatent de la vermine. Voilà, par exemple, on a dans le CHSLD, le Pierre-Joseph Trieste, on a eu une inspectrice qui a observé de la présence d'excréments de rats, des petites mouches, des coquerelles sur place. Les exterminateurs ont dû y aller 53 fois depuis qu'il y a eu ce raptor-là en septembre 2022. Là. Depuis septembre 2022, 53 interventions. Et les exterminateurs, eux-mêmes, dans leur rapport, font constat surtout d'une chose, Mario, parce que d'un côté, oui, OK, un bâtiment vétus, des trous dans les murs, des problèmes. Ça peut arriver qu'un vieux bâtiment ait certains problèmes de vermine. Mais quand les exterminateurs viennent et disent, par exemple, faudrait boucher ce trou-là pour éviter que les rats, les souris passent par le trou, et que c'est pas fait des mois plus tard, mais c'est ça, on se rend compte qu'il y a vraiment du traînage de pied qui se fait auprès des employés ou des gens qui sont censés s'en occuper dans les gestionnaires de ces CHSLD-là. Le CIUS, lui, se défend, dit avoir été intervenu à chaque fois qu'il y a eu un rapport. On s'entend que quand tu dois revenir comme exterminateur, c'est peut-être signe qu'il y a un problème, qu'il n'y a rien qui change. M. Brunel, le président du Conseil pour la protection des malades, soulevait une observation judicieuse. Il dit, les gestionnaires de cet établissement-là, est-ce qu'ils toléreraient ça chez eux? Non, mais pour vrai, dans leur résidence, là, dans le sous-sol de leur résidence. Non, mais on rit, mais pour les résidents, c'est chez eux. Oui, c'est là si qu'ils habitent. Si t'habites en CHSLD, c'est pas un lieu temporaire où tu passes une nuit, c'est pas un hébergement temporaire, c'est ta seule maison. T'en as pas d'autre, c'est là que t'habites. Ça le dit, le soin de longue durée LD, c'est ça. Puis la cuisine, mais c'est ta cuisine. Là, toute la 100% de la nourriture que tu consommes est préparée là. Fait que s'il y a des rats dans la cuisine, ça veut dire que tu manges de la bouffe, c'est dégueulasse, là, tu manges de la bouffe tout le temps qui est préparée, puis il y a peut-être un rat qui est passé à côté ou qui est... Fait que tu sais, est-ce que les dirigeants, est-ce que les cadres ou les boss dans cet établissement-là toléraient que pendant, mettons, une période de 2 ans et demi, 3 ans, il y a de la vermine à répétition puis des coquerelles dans leur maison puis dans leur cuisine? Surtout que les exterminateurs, lorsqu'ils viennent, donnent des solutions concrètes. Là. Par exemple, pour ce qui est des cuisines, on le dit, là, c'est la malpropreté des
des cuisines, qui est un des vecteurs principaux de la propagation de la vermine. Il y a des photos associées au rapport, au cas où on ne croirait pas les exterminateurs, qui disent qu'il y a des amas de poussière, de la nourriture sur le sol, des drains de plancher dans la cuisine qui sont couverts de crasse. On dit, nettoyez ça, il va y en avoir moins de la vermine. Qu'est-ce qui se passe? Les exterminateurs reviennent, les trous des murs sont pas bouchés, le ménage n'est pas fait dans les cuisines. Puis après ça, comme tu le dis, il y a des gens qui vivent là dans les CHSLD qui n'ont peut-être pas non plus les moyens de se faire entendre très fort. Donc vraiment, là, tout un travail de nos collègues du bureau d'enquête pour dénoncer cette situation-là. Reste à voir si c'est quelque chose qui risque de changer ou encore si on risque d'avoir des nouvelles d'ailleurs. Là, parce que là, c'est 2 CHSLD précis qui sont ciblés. Est-ce que ça arrive dans d'autres établissements? On peut quand même se poser la question. Puisqu'il faut néanmoins en rire, notre collègue Y, le caricaturiste du journal, s'est quand même payé une traite avec ça un matin. Si vous allez voir la caricature, c'est une personne, un vieux monsieur dans son fauteuil roulant, là, tu sais, c'est plein... Il est plein de bouffe fétide sur lui, partout. C'est plein de souris sur ses épaules puis de rats. Mais c'est surtout que les souris... En plus, la nourriture est bonne ici. C'est comme ça un peu. Fait comme, ouais, c'est tellement triste, vaut mieux sourire. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Les affaires judiciaires peut-être un peu plus légères. James William Awad, cet homme entrepreneur, self-made man, je vais le dire comme ça, ici au Québec, qui est bien connu maintenant des Québécois en raison du fameux party d'influenceurs. Il y avait un monument de lui là, à sa maison. C'est vrai qu'il a fait installer des statues dans son domaine, l'espèce de quartier qu'il essaie là, d'installer. C'est peut-être une des choses qui me manque, ça, moi. Une statue de toi? Des statues de moi à l'entrée de ma maison. Ouais. C'est peut-être quelque chose sur lequel je pourrais travailler. Juste bronze ou... je sais pas. En bronze, J'ai même pas commencé à y réfléchir, mais tu penses que c'est une bonne idée? Un beau, tu sais, 2 statues, là, grandeur nature de toi de chaque côté de ton driveway. Mettons que tu veux prouver que tu as réussi quelque chose dans la vie. Là. Il me semble que c'est comme un peu une base, non? T'es mettre en quelle position, par exemple? En train de pêcher? En train d'animer une émission de radio? Ben non, tu peux faire de la... Je pourrais mettre en joueur de football. Tu peux faire de la fantaisie, ce que tu n'as jamais été capable de faire, mais tu peux t'améliorer. C'est une statue. Là. Bon, s'il y a des gens qui réalisent des statues, des designs, veuillez nous écrire ici à Cube. On va réaliser une belle les prototypes de statue de Mario. Alors que c'est le cas de James William Awad, lui, c'est déjà fait. Ben oui, lui, c'est déjà fait. Et ce qui est fait aussi, c'est recevoir de multiples amendes pour certaines de ses entreprises. Et cette fois-ci, c'est pour le centre d'entraînement AstroFit Gym de Laval. On a annoncé du côté de l'Office de la protection du consommateur aujourd'hui qu'il a écopé ce centre-là et sa présidente, Sarah Anton, d'amendes de quand même plusieurs milliers de dollars parce qu'ils exploitent des activités de studio de santé sans avoir le permis qui est requis par la loi. Donc, on parle quand même d'une entreprise, une amende pour l'entreprise, 6 000 $. La présidente, on parle de 1 100 $ environ. Et c'est James William Awad qui est enregistré comme étant l'administrateur de cet AstroFit Gym de Laval. Mais le truc, c'est que c'est pas la première fois non plus qu'ils sont mis en cause là-dedans parce que AstroFit Gym, mais semble-t-il, c'est une franchise qu'eux-mêmes exploitent, mais qui n'ont pas du tout les permis pour faire ce genre de choses-là. En septembre, il y avait d'autres amendes de 6 000, 3 000 $ pour l'AstroFit Gym de l'Est de Montréal. Il y avait un autre le mois suivant qui a été donné pour l'AstroFit Gym de Blainville. Encore une fois, chaque fois, c'est pour opérer sans avoir les permis pour faire ce genre d'opération-là. Donc, on voit encore M. Awad qui est mêlé à toutes sortes d'entreprises. On se rappelle le pizzeria, me semble, qu'il y avait dans ses affaires un studio, un enfer de crédit. Bref. Mais il me semble que sa maison aussi, il n'avait pas fait couper des arbres. Il me semble qu'il y avait des histoires de manque de permis ou de permis non obtenus là, pour certains des travaux qu'il a fait à sa résidence de mémoire. Là, Ça a pas l'air d'être toujours fait dans le cadre réglementaire, Mario, ces affaires. Mais c'est toujours dans le cadre d'un grand succès. Avec des statuts pour le prouver. Voilà. Tout savoir en 24 minutes. Histoire étrange aussi qui a saisi beaucoup de gens ici au Québec, alors qu'un homme de la Mauricie a parti, un homme qui travaille dans le secteur de la construction, la nouvelle innovation, si on veut, lors des grands froids hivernales, une semelle chauffante dans ses bottes pendant qu'il travaillait. Mais pas la semelle qu'on avait dans notre temps, là, qui chauffe, là. Une vraie avec des batteries, là. Ouais. Chauffante au sens, là, vraiment chauffante. Là. Oui, c'est pas les pads que vous sortez d'un sachet puis ils sont actifs pendant, comme, mettons, 6 heures puis c'est terminé. Non, vraiment, là, des bottes chauffantes et... Là, il y a tout chauffant, là. Des manteaux chauffants, des bottes chauffantes, c'est la grosse affaire. Là, j'ai moi-même des mitaines chauffantes parce que je vais en ski, Mario, tu vois, puis ça fonctionne comme un chambre. Avec des batteries? Avec des batteries, mais là, je t'avoue que... T'es plus sûr? Je t'avoue que ça fait peur un peu, cette histoire-là, parce que ce qui est arrivé à Jean-Philippe Blanchette-Perron le 13 décembre dernier, c'est qu'après avoir activé sa semelle chauffante, celle sur son pied droit
la batterie a littéralement pris en feu, la pile qui est logée dans la semelle des bottes, ce qui fait en sorte que là, il a dû enlever sa botte à toute vitesse alors que les flammes gâchaient son pied. Le feu, c'est ça, les flammes là, dans sa botte. Ouais, c'est pas juste que ça s'est déréglé puis le barbecue était plus fort qu'il pensait. Là. Non, de vraies flammes sur son pied. Un collègue qui a dû arriver. Tu sais, une botte, là, t'enlèves pas ça comme un soulier, le délasser en urgence. Tu travailles sur la construction, tu sais ça, ta botte est bien lacée, bien serrée, bien attachée par sécurité. Exactement, ce qui fait que, vers la fin, son talon, vers le temps qu'il retire la botte, a subi des brûlures au 2e et 3e degré, là, quand même. Le 2e sur le talon, 3e degré sur la cheville. Il va même avoir besoin là, d'une greffe de peau sur son pied, tellement la brûlure est intense. Heureusement, on dit qu'on a bien procédé dans les soins, que la guérison est optimale, qu'il va pouvoir revenir au travail assez rapidement. Mais quand même, le monsieur Blanchette-Perron a tenu à sensibiliser les gens à ces innovations-là qui peuvent quand même avoir certains défauts de fabrication. On n'est pas en train de vous faire peur en disant que tous vos objets, vos appareils chauffants vont prendre en feu demain matin. Sachez que c'est quand même dans le royaume du possible. Vrai, là, moi, j'écoutais ça ce matin. Je dis, ouais, ça fait réfléchir. Moi, j'en ai pas de ça, là, mais quand même, ça fait réfléchir. Mais je sais pas, je suppose qu'il va y avoir enquête quand même, là. Les normes de sécurité au Canada sur les objets. Il me semble qu'il va y avoir certaines vérifications inévitables pour voir. Est-ce que c'est lui par exemple, qui a pas fermé un compartiment? Est-ce qu'il aurait fait une erreur de manipulation? Dans quel cas, il faudrait avoir des avertissements, mais moi, ça m'a pas laissé indifférent. Je dis, ouais, c'est pas... Moi, je t'avoue, je considère quel vêtement s'enlève vite, là. C'est peut-être là-dedans que je peux un gars, ça va bien quand même. Un gars mitaine, ça va bien. Ça revole vite. Là. Tu vois, là, je parlais de ski tout à l'heure. Ça existe des bottes de ski chauffantes. Une botte de ski en plein milieu d'une descente qui pogne en feu, là. Avant que tu puisses t'arrêter, l'enlever. Ouais, puis enlever une botte de ski, là. Clip. Oh, force, enlève. Je sais pas. Moi, ça me fait peur d'ici. Économie. Une enquête de la Banque du Canada a été publiée aujourd'hui dans laquelle des entreprises canadiennes et des dirigeants d'entreprises, en 700-800 quand même, ont été sondés à savoir quand les prix vont revenir là, dans l'inflation, là, donc dans la cible de 2%. Et semble-t-il, selon eux, que ça ne sera pas avant au moins 4 ans là, qu'on va voir des prix revenir dans ce qui était la norme avant cette grande poussée inflationniste. On dit que c'est entre autres les prix élevés des 3 suspects habituels. L'énergie, les aliments et le logement qui va continuer à amener là, cette inflation-là toujours plus haute. Et donc, c'est quand même là, les facteurs qui vont finir par se réduire, mais on parle par contre d'une bonne nouvelle. La plupart des répondants qui ont dit sentir moins l'état de la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a 12 mois. Donc ça semble s'être résorbé un tout petit peu. Mais... j'ai vu ça et ça vaut ce que ça vaut parce que la Banque du Canada, l'exercice est intéressant. La Banque du Canada fait un sondage pour sonder l'état d'esprit des entreprises par rapport à cette question là, des prix et de l'inflation. Mais au fond, les entreprises ne le savent pas vraiment. T'sais, mettons que tu avais questionné les mêmes entreprises au début 2021, puis tu leur avais demandé, avez-vous peur de l'inflation? Mettons, d'ici à 2024, dans les 3 prochaines années, avez-vous peur de l'inflation comme phénomène? Ils auraient tous répondu, non, l'inflation, on n'a pas eu ça depuis 20 ans, c'est pas quelque chose qui nous énerve pantoute. Pourtant, on l'avait en milieu d'année, elle nous arrivait d'en face, elle nous arrivait au bout du nez. Fait que, tu sais, ça vaut ce que ça vaut. Là. Tu questionnes des entreprises. Par contre, sur le logement, les gens n'ont pas tort. Si tu regardes les chiffres de la SCHL, on dit que ça prendrait juste au Québec, ça prendrait 1 million de logements d'ici 2030. On n'a jamais construit aussi peu que 2023. Puis 2024, ça va peut-être être un peu moins pire, mais ça va pas être extraordinaire non plus. Fait que, la pénurie de logements, ça, c'est pas fini, c'est certain. Le Monde. C'est aujourd'hui que le grand bal des primaires républicaines pour l'investiture à la présidence s'ouvre aux États-Unis et c'est dans l'Iowa que ça se lance sous un froid de canard, Mario. Je pense qu'on peut le dire comme ça, là, le mercure qui avoisine les moins 30, alors que les gens doivent se rendre aux urnes pour aller voter pour le candidat qu'ils veulent là, voir comme le candidat des républicains aux prochaines élections. Mais c'est plus qu'une urne, là, parce que là, à l'Iowa, c'est la vieille méthode, c'est des caucus, donc les gens se réunissent dans des gymnases d'école, la salle communautaire, la salle paroissiale, puis le discute de politique, puis pose des questions, puis après tout ça, ils votent, là. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des candidats, dont Donald Trump, l'ancien président américain, vont faire le tour de tous ces caucus-là pour galvaniser leurs troupes, mais surtout tenter de faire sortir le plus possible le vote, parce que faire sortir le vote, c'est jamais chose facile.
Encore moins quand les routes sont pleines de verglas puis qu'il fait moins 30. On se comprend. Dans un état où les gens sont pas habitués, pas au Québec, là, les gens sont pas habitués du tout à moins 30. C'est exceptionnel. Oui, ça s'est jamais vu. Ça n'a jamais été aussi froid, d'ailleurs, pour un vote dans l'Iowa. Et là, dans cet état-là, on devrait voir, à moins d'une anomalie, M. Trump l'emporter, lui qui, selon les derniers sondages, avait une avance gargantuesque sur ses poursuivants, dont il y en a 2, là, vraiment, sur les 5 autres candidats qui semblent avoir une réelle chance de venir peut-être jouer les troubles-fêtes pour M. Trump. On parle entre autres de Nikki Haley, ancienne ambassadrice à l'ONU, qui avait été nommée sous M. Trump, justement, nouvelle coqueluche de la droite, particulièrement du milieu des affaires. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, également, qui est toujours dans la course et qui a sillonné l'Iowa en fou dans les dernières semaines pour essayer d'aller chercher un tout petit peu du si vote. DeSantis, compte tenu des efforts qu'il a mis, a des résultats très décevants, à mon avis, lui, c'est au point où, on sait ce que c'est, là, aux États-Unis, juste rester dans la course, ça coûte cher, il faut que le financement rentre. Ça pourrait, je pense qu'on peut pas exclure, là, ça pourrait être son dernier tour de piste si les résultats sont pas du tout à la hauteur. Ça risque d'être intéressant de voir sa réaction par la suite parce qu'il a dit la phrase suivante un peu plus tôt là, dans la dernière semaine en disant « Vous pourriez être le pire républicain au monde si vous embrassez la bague de Trump comme un leader mafieux, vous allez être de son côté. » Ce qui risque de prêter allégeance à Trump après, ça c'est à voir. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission